À quand la fin de l'état des sièges au niveau du Nord Kivu? Jimmy Ziali, activiste pro-démocratie, plusieurs fois arrêté pour ses opinions. Bienvenue. Merci beaucoup, David. Voilà. L'état des sièges, pour vous, vous voulez les retours aux civils, au pouvoir? Ouais, tout simplement, ouais, nous voulons quand même que l'on retourne à la normale. Le problème n'est pas le civil ou le militaire, c'est à la normale. D'autant plus que vous savez très bien que l'état des sièges avait des objectifs, dont le rétablissement de la paix et la sécurité chez nous. Une année après, on se rend compte que l'objectif n'a pas été atteint. Et dès lors que l'objectif n'a pas été atteint, il est tout à fait normal qu'on réfléchisse autrement. Et nous pensons tout simplement qu'on est allé vite en besogne, parce que la question de la sécurité du Nord Kivu a tellement duré que la solution ne se retrouvait pas dans un état des sièges comme décision, au lieu que ça soit dans un état des sièges comme outil de lutte contre tout ce que nous avons connu comme mot. Tenez, vous décrétez l'état des sièges, mais vous laissez les militaires enfamés, vous laissez les policiers enfamés, vous laissez, vous abandonnez les services de sécurité, renseignement, en air, tout ça, sans entretien aucun. Donc le social des militaires travaille sur le mental, sur la psychologie du militaire, et c'est celui qui donne la motivation à ce militaire d'aller au front et de faire le travail. Un militaire qui laisse à la maison sa femme, ses enfants, sans savoir ils vont manger quoi, ils seront logés comment, ils vont payer la fin du mois, ils iront à l'école comment. Ce militaire-là, tout simplement parce que vous avez parlé de l'état des sièges, vous pensez qu'ils vont faire un miracle. Ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi nous disons que l'état des sièges a montré ses faiblesses, et ses limites. Est-ce qu'on continue toujours à tuer comme avant l'état des sièges? Il faut même parler de plus qu'avant l'état des sièges. Parce que ceux qui ont fait les statistiques, la société civile et beaucoup d'associations des droits de l'homme, ont estimé que le nombre de morts avant l'état des sièges, suite au massacre, est au-dessus du nombre de morts pendant l'état des sièges. Et que donc, vous vous rendez compte, Monsieur David, que c'était une décision prise, je crois, sur base d'une pression, sans que l'on puisse préalablement mettre sur pied des mécanismes puissants et forts. Parce que lorsque vous lisez la Constitution par rapport à l'état des sièges, la Constitution ne vous parle même pas d'un système qui doit faire autant de jours. Une année. La Constitution, l'esprit de la loi, lorsque vous lisez, c'est 45 jours. On vous dit que l'état de siège15 durer 30 jours, mais si pendant les 30 jours, la solution n'a pas été trouvée, on peut ajouter 45 jours. On peut renouveler donc 15 jours, ce qui fait au total 45 jours. Et donc, l'esprit de la loi estime que pour décréter l'état de siège, ça veut dire le gouvernement a déjà mis sur pied tous les outils nécessaires du point de vue logistique, du point de vue sécurité, du point de vue social et des militaires et des policiers et des services de renseignement, les moyens financiers nécessasaires pour qu'en 30 jours, on puisse mettre fin à n'importe quelle situation qui dérange. Mais bon, chez nous, ce n'était seulement qu'une ordonnance. Mais ça a été fait, pourquoi? C'est pas parce que c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre non conventionnelle, voilà pourquoi il y a toutes ces difficultés. Même s'il y a le retour des civils, vous ne voyez pas que la situation risque beaucoup plus de s'envenimer, dès lors que vous, en tant qu'activiste pro-démocratie, vous n'arrivez pas à sensibiliser vos députés à quitter les groupes armés, comme a fait le président Mbosso. Ben, moi, je crois tout simplement que le problème ne réside pas dans tout ça. Le problème réside dans... Vous savez, la sécurité. Avant même de décréter l'état de siège, le gouvernement était censé étudier toutes ces questions. Parce que c'est contre toutes ces questions-là, la guerre asymétrique, la guerre, je ne sais pas quelle sorte de guerre, le gouvernement, après avoir fait des études, c'est à l'issue de ces études-là que celui-ci dit « nous décrétons l'état des sièges parce que contre tous ces mots-là, nous avons déjà des médicaments que l'état des sièges va mettre à disposition. » Mais ce n'a pas été fait. Et puis en même temps, vous allez vous rendre compte que l'état des sièges, c'est limité à être une mesure qui seulement de remplacement des autorités militaires par les civils. Et ça donne l'impression comme si un gouverneur de province a une influence certaine dans le rétablissement de la paix. En général, non. Tenez, lorsqu'il s'agit de la guerre, David, le gouverneur des provinces n'a aucune injonction à donner à l'armée, même au chef d'état-major. Il n'a aucune injonction. Aucune injonction. Alors il fait quoi alors?
Ben non, mais c'est dans les prérogatives du gouvernement central. L'armée, la sécurité. Il a un rôle protocolaire alors? Il a un rôle tout simplement protocolaire. Et quand on remplace ce gouverneur-là, l'opinion a l'intention de croire à la base que c'est le gouverneur qui était incompétent. Je suis tout à fait d'accord aussi que le gouverneur de notre province, à l'époque, avant l'état des sièges, ne s'est pas montré à la hauteur des enjeux du Nord Kivu. Les enjeux du Nord Kivu ne sont pas que la sécurité, bien que la sécurité demeure la priorité. Mais il y a les enjeux sociaux, il y a les enjeux développementaux, mais tous développementaux. Et lorsqu'il a eu à gérer la province, je crois qu'il n'a pas été à la hauteur. Ce qui a poussé à ce qu'au sein de la province, à l'intérieur, il y ait une vague sérieuse d'opposition de toutes les couches de la population à cette gouvernance. Et donc, on a estimé qu'après, avec l'état des sièges, peut-être les choses iront pour le mieux. Nous, on attendait la paix à 45 jours, ce qui n'a pas été fait. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de demander à ce que le revienne à la normale. Mais cela ne veut pas dire que c'est un cadeau pour le gouverneur de province civile. Ça veut dire, même s'il revenait, il doit savoir qu'il a des missions vis-à-vis de la population. Tenez. Mais qu'est-ce qu'il va faire si aujourd'hui, parce que le chef de l'État a annoncé une table ronde pour évaluer l'état des sièges, peut-être la levée, peut-être on ne confirme pas, peut-être la levée de cet état des sièges, et si aujourd'hui vous lui dites de revenir Carlin Zanzu Kasivita, il fera quoi? Il fera absolument rien du tout, parce que le temps lui est imparti. Bon, je suis d'accord avec vous qu'il ne fera rien du tout dans le secteur du rétablissement de la sécurité de lutte contre les EDF, les FDLR et les groupes armés. Parce qu'en fait, en réalité, à 90%, ce ne sont pas ses prérogatives. Ça, c'est une manœuvre du gouvernement central face au défi de l'incapacité de mettre fin à cette situation au Nord Kivu. Et il voulait nous tromper, nous, la population du Nord Kivu, que voilà, c'est votre gouverneur qui n'était pas à la hauteur. Ça n'a rien à voir. Nous pensons que le gouverneur, il a les moyens publics, il a les recettes locales qui ont pour mission, de lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire le social de la population, qui prend en compte la ouverture des routes des dessertes agricoles, qui prend en compte de mettre sur pied des projets agricoles, parce que nous sommes une province purement agricole en même temps. Il a des moyens pour mettre sur pied une politique de l'amélioration des conditions de vie des populations. On peut faire une petite comparaison avec la gouvernance militaire, par exemple. Est-ce que vous savez, M. David, que lorsque le gouverneur civil était là, un conseiller du gouverneur de province au Nord Kivu pouvait toucher facilement $300. Mais alors, avec le militaire actuel, le même conseiller du gouverneur là, il touche près de $1 800. Mais où allait le reste de l'argent? $1 800. Effectivement. Parce que c'est en même temps le salaire que le gouverneur Julien Paloukou, lui, il était presque à $2 000 le mois. Mais avec Kasivita, on est descendu à la baisse. 300. Moi, à l'époque, j'étais conseiller au ministère des Affaires foncières. J'ai fui conseiller de M. Kasivita lorsqu'il fut ministre des Affaires foncières. À l'époque, j'ai touché $1 200, conseiller du ministre. Mais aujourd'hui, quand j'ai démissionné, le même conseiller touchait $250. Et vous allez vous rendre compte qu'on a eu une sorte de malchance en notre province où il y avait un gouverneur bulldozer, Julien Paloukou, qui était à la hauteur des enjeux. Et la population attend de voir un gouverneur qui ira au-delà de ce que Julien Paloukou pouvait donner. Malheureusement, ce que nous avons eu, ça n'a pas été le cas. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller. Au cas où l'état des sièges prenait fin, monsieur le gouverneur doit savoir qu'il y a des enjeux qui l'attendent et que ce n'est pas un cadeau. Et que donc nous allons sensibiliser la population pour exiger de lui des résultats pour du moins ce qui concerne les prérogatives qui sont les siennes. Merci beaucoup, M. Jimmy Ziali. Merci. Surtout de votre passage, activiste pro-démocratie. Merci. Donc nous vous aurons dans nos différentes interventions. Surtout que vous parlez bien par rapport à votre province. Merci beaucoup. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Merci. Alors, on va recevoir Jean-Marie Kassamba tout de suite.